Welcome everybody. We are very happy to be together with Olivier today and Roxane for an interview about Olivier's job in Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour Roxane. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton métier, ce que tu fais? Donc, je m'appelle Olivier Capdebosque, je suis coordinateur d'un centre d'accueil pour usagers de drogue qui s'appelle La Case, qui est situé à Bordeaux-Centre et qui a aussi d'autres antennes, comme l'endroit où on se trouve, qui est plutôt à Bordeaux-Bastille. La Case, c'est historiquement un centre qui avait été créé par Médecins du Monde en 1994 à Bordeaux et qui avait comme objectif de favoriser la réduction des risques et l'accès au matériel de consommation, injection, sniff, pour les gens qui fument du crack également, aux usagers de drogue qui n'étaient pas dans des démarches d'arrêt ou de sevrage, mais qui souhaitaient continuer à consommer. Et donc l'objectif des intervenants était de réduire les complications ou de permettre aux usagers d'avoir des outils pour réduire les complications liées à leur consommation. Le centre est ouvert tous les jours de 10h à 17h sur Bordeaux et en soirée également ici de 18h à 21h. On va effectivement faciliter l'accès au matériel de consommation, des seringues, des roues de paille, des pipes à crack. On va aussi permettre de faciliter l'accès aux soins et l'accès aux droits également. Donc on va accueillir essentiellement des gens qui consomment, qui sont dans la grande précarité, assez isolés, majoritairement des hommes. Voilà, tous les jours, du lundi au vendredi. Et en plus de cette action-là, qui est le gros de notre intervention, on va aussi décaler les actions sur l'extérieur, avec des interventions en squat, des interventions dans la rue, en travail de rue, et également des interventions en maison d'arrêt. L'idée étant que les gens se déplacent ou pas dans les services ou dans notre service, qu'ils puissent avoir accès au minimum de soins, de matériel et de quoi travailler leur situation quand bien même ils ne viennent pas directement dans les structures. C'est aux intervenants de se déplacer. Voilà, c'est à peu près ça la Case. Alors maintenant, c'est aussi d'autres services ou d'autres établissements. En plus de ce centre de distribution de matériel, c'est un service d'appartement thérapeutique. C'est également un service qui va travailler avec des personnes en situation de prostitution. Voilà, il y a ces trois établissements maintenant qui ont pris. Et je crois qu'on va s'intéresser plus sur le CARUD, le centre d'accueil, d'accompagnement et la réduction des risques aujourd'hui. Alors, en France, depuis un an, dans cette situation, un peu plus d'un an aujourd'hui, oui. On est dans une situation, donc, comme tous les pays, de pandémie. Et il y a eu de nombreuses mesures qui ont été prises par le gouvernement pour essayer de limiter la pandémie. Des mesures très particulières. Donc on a eu, comme plusieurs pays, 3 confinements différents en printemps 2020, en novembre 2020 et puis aussi en avril 2021. Et la spécificité française, on peut dire, de ces confinements, c'est qu'ils ont été très restrictifs, avec la nécessité de produire des attestations de déplacement dérogatoires. Donc c'est à chaque fois un papier qu'on doit imprimer, qu'on doit remplir, qu'on doit signer, qu'on doit présenter avec sa pièce d'identité aux policiers qui font les contrôles, avec en expliquant le motif de son déplacement. Dans le premier confinement, on ne pouvait pas aller au-delà d'1 kilomètre de son domicile sans motif absolument impérieux. Puis après, cette distance a été portée à 10 kilomètres. Et aussi le nombre de personnes qui peuvent se rencontrer dans l'espace public ou dans l'espace privé est limité. Depuis fin 2020, il y a une autre mesure qui a été prise, c'est les couvre-feux. Qui ont débuté à 18h, puis à 19h, qui sont toujours en vigueur, si je ne me trompe pas, oui, ils sont toujours en vigueur, et qui font que pour être présent dans l'espace public après 19h, il faut pareil avoir des attestations, des papiers qui expliquent les raisons de ces présences. Et toutes ces mesures-là, elles ont dû avoir des impacts assez importants chez les personnes qui viennent dans votre structure. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ces impacts? Alors oui, c'est vrai, ça a eu beaucoup d'impacts. Il y a eu, on peut séparer les 3 confinements qui étaient très restrictifs tous, mais le premier l'était encore plus. Et puis on était au mois de mars, je crois que ça s'est arrivé
vers le 16 mars, le premier confinement. C'est tombé brutalement, personne vraiment s'y attendait. On le sentait venir, puisqu'on voyait au niveau mondial comment ça se répandait, mais on pensait que ça n'arrive assez souvent chez nous, on pense souvent que ça n'arrivera pas, ça arrive qu'ailleurs. Bon, c'est tombé brutalement en 2016, le 16 mars, et il y avait beaucoup d'angoisse chez les gens en général, pas forcément directement chez les personnes SDF, mais il y avait une vraie angoisse. Cette maladie était assez anxiogène, on entendait parler dans les médias, mais on ne la connaissait pas, ça apparaissait, tout ça. Et la ville a été très brutalement, du dimanche sur le lundi par exemple, complètement vide. Dans les rues, plus personne ne circulait, plus personne ne sortait, les commerces, l'ensemble des commerces étaient fermés. C'était assez étonnant de voir Bordeaux dans cet état où les rues étaient vidées, ce qui s'est moins reproduit sur les confinements suivants, qui ont été quand même plus souples. Et ne restait dans Bordeaux et dans les rues que les gens qui n'avaient pas de logement, parce qu'effectivement la question de se confiner quand on est SDF, et qu'on n'a pas de logement, c'est pas évident, donc il n'y a pas de solution particulière pour se confiner dans la rue. Donc il ne restait plus que les SDF, pour nous les SDF en plus usagers de drogue, avec pour eux une angoisse qui est montée comme elle est montée dans le public en général par rapport à cette maladie. Mais c'est vrai que moi par exemple si j'ai un logement, je me confine, je suis chez moi, je suis plutôt en sécurité, l'angoisse était plus élevée chez les personnes à la rue, avec cette impression en plus d'être abandonné. Il n'y avait pas particulièrement de solution, rien n'avait été construit pour anticiper ces situations, rien n'avait été préparé dans les faits, donc ils se sont sentis seuls dans la rue. C'était assez inquiétant pour eux, sur une ville fantôme, on pouvait la décrire comme ça, sans solution particulière pour se protéger, parce que l'idée c'était de ces confinements, c'est malgré tout que chacun puisse se protéger pour ne pas contaminer les autres. Et eux, ils étaient seuls dehors. Donc beaucoup d'angoisse, de stress, d'inquiétude qui est montée. Je pense que cette inquiétude ou ce stress est aussi monté dans certains intervenants médico-sociaux. Donc il y a eu effectivement des structures dont l'accès était très compliqué. Beaucoup en téléconsultation, beaucoup de télétravail, beaucoup moins de présentiel dans des structures médico-sociales. Donc ça a amené les gens à être encore plus angoissés, puisque les personnes ressources qui sont censées s'occuper d'eux n'étaient pas forcément disponibles à ce moment-là. Et je crois que ça a changé effectivement un peu les dynamiques des groupes dans la rue, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils se sont vus, on ne voyait plus qu'eux. Effectivement, on avait l'impression qu'à Bordeaux, il n'y avait que les SDF, parce que tout le monde était rentré sauf eux. Et ils se sont rapprochés petit à petit des sites qui étaient encore ouverts et qui les prenaient en charge, sur lesquels ils pouvaient avoir accès aux soins. Et ils sont restés sur ces sites-là, aux alentours. Lesquels, par exemple? Alors c'était sur un triangle, alors effectivement à côté de chez nous, puisqu'on est resté ouvert pendant toute la période, donc ils sont restés à côté de chez nous, et en même temps, nous on est installés là, à cet endroit-là, parce que c'est un lieu où aussi les usagers sont souvent présents depuis plusieurs dizaines d'années, le cours Victor Hugo, mais on pouvait voir une zone, une espèce de triangle, alors pour les gens qui connaissent un peu Bordeaux, entre les quais, le cours Victor Hugo et le parking Victor Hugo. Et sur cette surface-là, il y avait la case qui était ouverte, il y avait l'hôpital Saint-André qui n'est pas très loin. Donc ça s'est joué un peu sur ces sites-là, ce qui a beaucoup cristallisé dans les quartiers, parce que ça a pu créer quelques nuisances, on pourra en parler par la suite. Voilà, il y a eu sur cette période quelques amendes aussi à destination de ce public, parce qu'effectivement, tu le disais, il fallait des attestations de sortie, il fallait justifier pourquoi on était dehors, mais une attestation de sortie quand on est SDF, donc il y a eu quelques amendes. On a eu l'impression, c'est une impression, on n'a pas fait de recherche dessus, mais j'ai questionné les intervenants du local, il y a eu beaucoup sur des personnes issues d'immigration. Voilà, les personnes d'Europe de l'Est, pour défaut d'autorisation de déplacement, etc. Il y a pu avoir quelques tensions entre les usagers et les forces de l'ordre sur ces sujets-là. Voilà, donc ça a été une période stressante pour les gens, pour tout le monde en général, mais encore plus pour les gens qui ont peu de solutions. Ça a été très improvisé pour les politiques publiques ou même pour nous, donc il y a eu quelques expérimentations de tenter à ce moment-là. Vraiment très improvisé, mais c'est l'intention qui était intéressante. Donc il y a eu 2 tentatives de logement de ces personnes. D'abord Darwin, qui n'est pas très loin d'ici, qui a essayé d'accueillir ce public dans la grande précarité, avec des animaux, des chiens en général,
et qui consomment des produits, donc de trouver un accueil pour ce public-là. Et l'auberge de jeunesse aussi à Bordeaux qui avait été mobilisée, ou on appelle ça quand elle est réquisitionnée, merci, réquisitionnée pour accueillir ce public. Bon, ces deux dispositifs n'ont pas fonctionné sur le groupe auquel on parle, donc, parce que trop contraignant, trop de règles de fonctionnement, trop d'interdictions d'aller et venir, un cadre qui est bien au-dessus de ce que peut accepter le groupe, qui a ce groupe le plus complexe à accueillir, qui n'ont pas encore démarré des démarches sociales, qui n'en sont pas là. Donc ces dispositifs n'ont pas fonctionné à ce moment-là, mais il y a eu une tentative de chercher quelque chose plutôt en urgence. Qui a été à l'origine de ces dispositifs? Parce que la mairie, la mairie. La mairie de Bordeaux, la DDCS, la direction de la cohésion sociale. Ils ont tenté avec... c'est le département. Oui, c'est le département, tout à fait. Avec surtout la proposition de Darwin. Ce qu'on a trouvé intéressant, Darwin, c'est donc... un lieu culturel? Oui, un lieu culturel qui n'est pas forcément un lieu du social ou du médico-social. Ce que je trouvais intéressant, c'était les propositions citoyennes, en fait, qui sont apparues sur ce premier confinement, qui sont apparues en nombre. Donc, effectivement, de Darwin, qui voulait tenter quelque chose pour ce groupe, un groupe extrêmement difficile à accueillir sur de l'hébergement. Très peu de structures sociales, de professionnels de structures sociales sont en capacité d'accueillir ce groupe-là. Donc je trouvais que la prise de risque était intéressante de la part des citoyens, si on les appelle comme ça, mais c'est vraiment très complexe pour aboutir. Donc, et voilà, de la même manière, sur les propositions des riverains, il y a eu beaucoup de maraudes alimentaires, de maraudes vestimentaires, de maraudes sanitaires aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de propositions citoyennes qui sont apparues. Et donc, Darwin, par exemple, effectivement, le département ou la mairie s'en sont saisis pour tenter d'expérimenter quelque chose. Malgré tout, ce qui est la conclusion de ce premier confinement en tout cas, les groupes très complexes, les situations très complexes, se sont plutôt rassemblés du côté du parking Victor Hugo, du cours Victor Hugo, avec un groupe qui a beaucoup augmenté, qui était à peu près entre 30, 40, 50 personnes. Alors pour une raison particulière, c'est que le mois de mars, dans la région, ici, dans le sud-ouest de la France, c'est le début des saisons, le maraîchage, l'agriculture. Et certains qui ont passé l'hiver à Bordeaux arrivent, pour X raison, à repartir sur ces saisons. Et donc le groupe de 30 précaires à Bordeaux diminue un peu au mois de mars. C'était le moment où il y a eu les interdictions de se déplacer. Donc ce groupe n'a pas diminué, ce qui arrive naturellement normalement chaque année. Et donc la situation, effectivement, à partir du mois d'avril-mai, était assez explosive du côté des endroits où finalement ils étaient restés confinés, donc le parking Victor Hugo entre autres. Et en plus, ils n'ont pas pu travailler, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu gagner de l'argent? Non, ils n'ont pas pu aller travailler, ils n'ont pas pu gagner d'argent, ils sont restés bloqués un peu de force, ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc voilà. Oui. Tu disais que justement il y avait un problème de survisibilité de ces populations-là lié au défaut de flux, des saisonniers qui partent travailler, des personnes qui stagnent dans les rues et qu'on ne peut pas forcément loger puisque c'est un public qui refuse ou qui n'accepte pas les solutions qui ont été proposées. Comment ça a été vécu de l'intérieur du point de vue des usagers? Parce que tu disais que c'était quelque chose de très anxiogène, mais comment ont-ils réussi à traverser cette période finalement? Alors on n'a pas tout à fait fini, mais il y a eu d'autres propositions sur les autres confinements, qui ont été un peu plus intéressantes. Et qui ont été pour Bordeaux en tout cas des nouveautés, qui ont permis effectivement de solutionner ces situations. Ce que je voulais dire, c'est qu'au moment du mois de mars, avril, mai, juin, jusque-là à peu près, donc sur ce premier confinement, il y avait en plus un accord un peu tacite de la police ou de la mairie
malgré les nuisances qui étaient apportées là où il s'était posé, au vu du peu de solutions qui pouvaient être apportées, de ne pas les déplacer, de ne pas déplacer le groupe qui était installé parking Victor Hugo, parce que l'intérêt était effectivement, il fallait avoir un regard sur l'évolution de la maladie, sur la propagation, en tout cas dans les groupes de la maladie. Donc il y a eu un choix délibéré de laisser le groupe s'installer à cet endroit, malgré les tensions qui sont apparues. Après, à partir du deuxième confinement, alors, la municipalité a changé au mois de juin-juillet, après les élections. C'est peut-être anecdotique, mais en tout cas c'est ce qui s'est... ça n'a peut-être pas de lien en tout cas avec ce qui a été proposé, mais c'est la réalité de Bordeaux. Cette municipalité a changé. C'est-à-dire qu'il y avait une municipalité de droite à Bordeaux Oui. depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la première fois, il y a une municipalité de gauche. Oui, plutôt écologique. Écologiste. Voilà. Alors, je ne voudrais pas faire un raccourci en disant que c'est ça qui a permis d'eux. En tout cas, il y a eu cet élément. Il y a eu l'élément qui était que on avait appris lors du premier confinement dans l'urgence que les gens étaient moins inquiets, on pouvait un peu plus réfléchir. Il y a eu une réflexion différente, en tout cas, à partir du mois de septembre-octobre. Par exemple, les intervenants qui avaient proposé des solutions comme Darwin ou autres avaient compris que ces solutions, pour eux, paraissaient très chouettes, mais ce n'était pas acceptable pour les usagers pour des raisons de cadre de fonctionnement. Donc ils ont décidé, d'une, de comprendre pourquoi les gens n'allaient pas dans ces solutions qui en étaient. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour que quelque chose de plus acceptable pour les professionnels, mais aussi pour ceux qui en ont besoin, comment aboutir sur la construction de quelque chose d'utile. Et effectivement, là, il y a eu deux expérimentations que je trouve intéressantes, qui ont dû démarrer vers le mois d'octobre-novembre. L'idée étant effectivement de ne pas laisser sur X mois, X années, les gens partir Victor Hugo, parce que ce n'est pas une solution pour eux, et c'était vraiment pas une solution pour les riverains. Un accident pouvait arriver, il y avait beaucoup de tensions, donc il fallait trouver une vraie solution pour réguler ces tensions qui apparaissaient sur ce quartier. Donc il y a eu la première tentative, ça a été le foyer Bouffrand, on l'a appelé comme ça. C'est une salle qui a été réquisitionnée au Chartron, qui était un ancien gymnase, et qui a été mis en place un peu sous la forme d'autogestion. Effectivement, que les gens qui refusent l'accès aux structures, ils refusent aussi qu'on leur explique, les professionnels les encadrent, on leur explique ce qu'ils doivent faire, à quelle heure ils doivent rentrer, sortir. Donc c'était un peu sur le principe de l'autogestion, avec sur la journée différents intervenants de différentes structures qui venaient donner un coup de main à ceux qui étaient plus dans la gestion. Voilà, donc c'était intéressant comme tentative. C'est rare pour la région d'avoir tenté cette approche-là, elle était risquée. Je trouve qu'elle a apporté quand même à beaucoup quelque chose, ça n'a pas été rose tous les jours, parce qu'effectivement, dans ces groupes-là, quand on propose de l'autogestion, ça peut aller loin. Donc il y a eu des fois où les nuits, il a fallu rajouter un agent de sécurité pour sécuriser. Mais malgré tout, ça a permis d'intégrer des gens qui, jusqu'à présent, avaient absolument refusé toutes les structures qui existaient et qui ne leur correspondaient pas. C'était quelque chose d'intéressant, et pendant cette période, où ils étaient logés dans ce foyer-là, et avec le passage des médiateurs de quartier, des agents du CCAS, les équipes ont pu, une fois que les gens étaient apaisés, travailler des situations et avancer sur des situations qui jusqu'à présent étaient complexes. Ça, c'était une expérimentation que j'ai trouvé plutôt bien. Il y en a eu une autre encore à laquelle j'avais du mal à croire sur laquelle on allait réussir à aboutir. C'est une tentative de ce qui avait été appelé un campement solidaire. Pour ceux pour qui la structure autogérée c'est encore trop haut, et c'est encore trop complexe, ils ne veulent pas y aller, pour X raisons, ils en sont encore trop loin, même s'il y a peu de règles ou pas, il y en a déjà trop. La mairie a fermé les yeux sur la création d'un campement solidaire sur les quais. Ce qu'il y a eu d'intéressant sur ce campement solidaire, c'est qu'il a été porté, dynamisé par une équipe de maraudeurs qui était beaucoup intervenue au mois de mars-avril. C'est les maraudes du cœur, je les cite parce qu'ils ont beaucoup bossé.
Qu'est-ce que c'est une maraude? Les maraudes, c'est comme ça qu'on appelle les équipes de travail de rue bénévoles qui font des maraudes. On dit qu'ils font des... C'est pas très joli comme mot, c'est vrai. C'est des équipes qui font du travail de rue, qui vont en contact des gens. Des patrouilles en quelque sorte. On peut dire patrouille, c'est encore moins joli. C'est moins joli. C'est par rapport à la traduction. Oui, oui. C'est peut-être des patrouilles, mais voilà, on appelle ça souvent des maraudes, et donc on dit des maraudeurs quand c'est pour parler des personnes qui les font. Donc c'est les maraudes du cœur, et ils ont beaucoup porté, beaucoup suivi en tout cas ce campement solidaire, et ils ont permis de créer des cabanes sur les quais. Donc les quais, c'est quand même très touristique à Bordeaux, derrière le mur de Pala, pour ceux qui connaissent. Ils ont créé un petit camp en cabane, sur lesquels ils venaient régulièrement pour encadrer les dynamiques, le nettoyage, l'entretien, etc. Et ça a permis de proposer une solution bas seuil mais assez élevée, c'est-à-dire le foyer Gouffran, et pour les autres, une autre solution, pas encore très acceptable pour nous, qui logeons dans des logements confortables, mais malgré tout plus confortable qu'un matelas par terre au parking Victor Hugo. Et ça a permis de proposer quelque chose aux derniers qui refusaient les accès en foyer, et ça a beaucoup changé ensuite les dynamiques sur le reste de Bordeaux, ces deux tentatives-là. Est-ce que ces dispositifs tentatives sont toujours présents aujourd'hui? Alors, non, le foyer Gouffran a été arrêté de mémoire fin mars, mais pendant la période, quasiment tous ceux qui étaient dedans ont eu des solutions un peu plus pérennes. C'était vraiment quelque chose d'expérimental, mais le fait de permettre l'accompagnement par des professionnels qui passaient la journée, je ne crois pas, ça sera vérifié, mais que certains sont retournés dans la situation antérieure. Ils ont tous plus ou moins pu accéder à des solutions avant la fermeture. Le campement solidaire, il a très très bien fonctionné, mais il a fini par brûler. Bon, il n'y a pas un mois de ça, à peu près. Oui. C'est dommage, parce que c'est dommage. Il ne restait plus que 2 ou 3 personnes dedans, et puis une soirée un peu agitée fait qu'au matin, le camp a complètement brûlé. Donc l'expérimentation, c'est fini. Malgré tout, au démarrage, c'est-à-dire ça a démarré dans le mois d'octobre-novembre de mémoire, ces deux expérimentations, les deux endroits étaient pleins, et beaucoup de monde dedans, que ce soit dans le campement ou dans le foyer Gouffran, et sur la fin, donc on est vers février-mars, avril, je crois qu'il ne restait plus que 2 personnes dans le campement solidaire, et je crois que tout le monde avait une solution au foyer Gouffran. Donc c'est dommage que ça soit arrêté par un incendie, c'est dommage que ça conclue cette expérience qui était extrêmement intéressante. J'ai des photos des campements solidaires qui ont été déplacés en fonction des marées, parce que le premier était sous le pont de Pierre, juste là, où il y avait des temps, ça commençait par ça, et puis il y a eu des gros coefficients de marée, ils ont été sous l'eau. Donc ils ont fini sur les platanes, en face des quinconces, mais ça ne plaisait pas trop, parce que là c'est très bourgeois. Donc ils ont été redéplacés, et là sous forme de cabane, derrière le mur de Pala. Et encadrés par ces maraudes du cœur, qui venaient. Alors, la présidente des maraudes du cœur, de manger son nom, c'est une ancienne de la rue, donc elle est très repérée dans le groupe. Elle est connue, c'est la chef. Quoi. Oui, ça donne. Oui. Ça donne mais elle a encadré ça, et je trouvais le résultat pour eux, sur les gens de la rue, leur état psychique, après que ça soit arrivé, et la durée, et dans quel état ça a tenu, c'est-à-dire très propre. Ils m'ont fait mentir, quoi. Et c'est dommage qu'il y ait eu cet incendie. Donc je sais par qui en plus parce qu'on le connaît. Et effectivement, il était complètement explosé au moment où il a mis feu. C'était dangereux, hein. C'est arrivé il y a à peine un mois. Il y avait des bouteilles de gaz à l'intérieur. Il n'y a pas eu à avoir des décès. Mais c'est dommage que ça ait fini par cette conclusion parce que c'était. J'aurais jamais cru que ça tiendrait aussi longtemps. Olivier, tu nous parlais de l'accès à l'hébergement pendant cette période. Est-ce que tu as des informations, est-ce que tu as observé des choses sur l'accès au marché de la drogue? Oui. Oui, alors on a été effectivement, on connaît un peu nos usagers, notre public, effectivement dès le 16 mars, quand on a entendu parler de confinement et d'arrêt de circulation des personnes, donc d'arrêt de circulation aussi des produits, on a été assez inquiets parce qu'on se doutait qu'il ne suffisait pas d'arrêter les produits pour que les gens arrêtent de consommer. Donc ils allaient devoir chercher des solutions pour continuer à consommer, mais consommer différemment. Donc il y a eu beaucoup de mésusage de médicaments. Effectivement, à cette époque, les ordonnances étaient facilitées.
sans trop de surveillance, sans trop de contrôle de chevauchement, et donc beaucoup de médicaments circulaient. Et les prises de produits étaient différentes. On prenait le produit opportuniste, celui qui se présentait, qui circulait à ce moment-là, pas forcément la molécule habituelle que la personne a envie de prendre. Donc avec des risques liés à des overdoses, parce que quelqu'un qui consommerait habituellement de la cocaïne, par exemple, s'il prend un autre produit type opiacé, effectivement son corps n'est pas habitué, et donc il y a des risques d'overdose accrus. Voilà, donc ça nous a beaucoup inquiété, et on a eu, on en parlera peut-être après, mais des actions spécifiques sur ces risques-là. Et par exemple, on a eu des cas, on a questionné après les usagers sur les produits qu'ils avaient pu consommer pendant cette période. Effectivement, les molécules avaient été changées. Par exemple, l'herbe, le cannabis, tout ça, ça se trouvait plus, ils ne trouvaient que du CBD. C'est pas très grave, parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques par rapport à ça, mais c'est un exemple. La cocaïne avait été remplacée beaucoup par de la Ritaline. C'est un autre médicament, c'est différent, ça se consomme normalement pas tout à fait de la même manière, et surtout, les opiacés, l'héroïne, ces familles, il y en avait beaucoup moins. Et donc c'était beaucoup remplacé par la méthadone, qui était vendue et beaucoup injectée, avec les risques des injections de méthadone qui sont très complexes à faire. Pour rendre le produit injectable, il y a une pratique très compliquée, évidemment qu'il n'y avait pas les messages là-dessus, et donc on a eu beaucoup de complications d'injection, de complications liées à des injections de méthadone. Donc les gens avaient besoin et on a eu également, ça c'est plutôt le bilan assez triste, mais plusieurs overdoses qui étaient attendues, malheureusement confirmées pendant le confinement et encore un peu après le premier confinement. On est vraiment sur le premier confinement parce que sur les deux autres, on va dire qu'ils étaient beaucoup moins restrictifs malgré tout, et on n'a pas revu ces difficultés d'accès aux produits de rue en tout cas. Mais sur le premier, il y a eu pas mal de changements de produits et avec le mal-être en plus, le besoin de consommer plus. Voilà, donc nous on avait fait un focus particulier, dont on parlera peut-être après, sur ces deux risques-là. Voilà. Et pendant le confinement, les magasins non essentiels, que le gouvernement a défini comme non essentiels, donc tous les commerces des rues marchandes, ont fermé, et on sait que c'est des lieux de mange très importants. Des lieux de mendicité. Et de mendicité. Quels ont été les moyens de faire de l'argent pendant cette période-là? Il y en avait peu en fait. Il y en avait peu, alors hormis des allocations, quasiment le renouvellement des allocations était facilité, mais, et c'est là où l'intervention de tous ces maraudeurs qui se sont mis en place en mars, avril, mai, juin, qui ont permis d'aider les gens qui étaient à la rue, qui ne pouvaient pas faire la manche, et puis du réseau aussi qui a essayé de chercher des solutions, mais que ce soit alimentaire, vestimentaire, financier aussi. Il y a eu beaucoup plus d'aide financière que par ailleurs, mais il n'y avait pas de solution, on n'a pas entendu parler de solution miraculeuse pour réussir à faire un peu l'équivalent d'une manche. Que ce soit sur la prostitution ou sur d'autres, effectivement, plus personne ne circulait au premier confinement. Donc il y avait tous ces revenus cachés d'habitude, tous ces gens qui ont des ressources dont on n'entend pas parler, qui sont peut-être illégales, mais qui les ont. Tout ça a été arrêté. Ouais. Est-ce que les dispositifs comme tapage ont continué? Qu'est-ce que c'est tapage? Tapage, c'est du travail journalier payé à la journée, sur des missions d'intérêt collectif. Oui, c'est du travail alternatif payé à la journée. C'est-à-dire, c'est l'accès à alors je vais le résumer très mal parce que c'est pas nous qui le portons du tout, mais c'est assez intéressant comme action pour des jeunes qui ont moins de 25 ans, fort moins de 25 ans. C'est l'accès à un job à la journée, sans avoir besoin de signer un contrat ou sans avoir besoin de revenir le lendemain. On peut travailler une journée, puis s'arrêter pendant une semaine, et puis retravailler ensuite, avec une indemnisation qui est de mémoire payée par la poste ou je ne sais quelle administration derrière. Donc c'est une manière d'accéder à un travail très facilement, ponctuellement, et d'avoir les gratifications directes de ce travail-là, puisqu'il suffit de réussir à venir une journée. Les équipes qui encadrent ça sont plutôt souples, donc si la personne ne vient pas, c'est pas grave, elle viendra peut-être le lendemain ou le surlendemain, ça n'empêche pas de... Et petit à petit, c'est l'idée de remettre
les personnes qui sont éloignées de la vie professionnelle, de les remettre un peu là-dedans de façon douce. Pour moi, les tapages ne fonctionnaient pas lors du premier confinement. L'inconvénient de tapage, comme nous, on a des actions aussi qui sont indemnisées, comme le ramassage de seringues, comme d'autres petites actions. Elles ont dû être arrêtées parce que c'était du collectif, que les actions collectives ne fonctionnaient plus. Donc vraiment, on n'a pas entendu parler de méthodes qui leur permettaient de venir équilibrer, hormis effectivement la vente de médicaments. Donc les ordonnances circulaient, les médicaments circulaient bien. Donc il y a eu des ventes de médicaments et un peu de bidouille, mais il y avait peu de sources de possibilités de revenus. Ouais. Ça a été la version compliquée, mais bon, je redirais que les maraudeurs arrivaient à réguler l'essentiel pour la nourriture, les vêtements, pas effectivement pour les produits. Il n'y a pas eu de maraude qui a encore circulé avec de l'héroïne pour distribuer aux gens, c'est pas encore arrivé. D'accord. On passe à la santé. Oui. Très bien. Santé Covid, donc. Pour commencer, ça serait peut-être intéressant de raconter rapidement quel est l'accès à la sécurité sociale, donc l'accès aux services de santé, à tous les services sociaux en France, qui est possible pour votre public, et en quoi il est différent pour les personnes étrangères. Oui. Alors, pour le système de santé, pour la protection en tout cas sociale, il y a deux dispositifs qui sont souvent utilisés par les personnes. Pour les gens qui sont nés en France, qui n'ont pas de ressources, puisqu'il y a un niveau de ressources, on a ce qu'on appelle la CMU et la CMU complémentaire. C'est une assurance accessible aux personnes sans ressources. Ça a été remplacé par la PUMA, mais on ne va pas s'y attarder, on va rester sur la CMU complémentaire, qui est la couverture maladie universelle. Ce qui permet à des résidents qui gagnent moins de 700 € par mois d'avoir un 100% sur les soins par rapport à leur traitement, à leur consultation médicale. Pour les étrangers, c'est différent. On a ce qu'on appelle l'aide médicale d'État. C'est aussi un 100%. Qui permet, mais il faut justifier, alors effectivement aussi de ressources, mais surtout d'une présence en France depuis au moins 3 mois. Ça, c'est ce qui concerne la protection sociale. Après, pour les allocations, on a aussi des dispositifs d'allocation en France. Les plus utilisés, donc il y a les allocations chômage, mais c'est pour les gens qui ont un peu travaillé, ils sont peu nombreux, dans notre public, pas en France. Et sinon, il y a le RSA, le revenu de solidarité. Pour les gens qui n'ont aucune ressource, c'est l'équivalent d'environ 470 € par mois. Et pour des gens qui seraient malades ou qui auraient un handicap qui serait reconnu, il y a l'allocation adulte handicapé d'un montant d'environ 800 € par mois. Voilà. Ça, c'est à peu près les grands dispositifs qui sont le plus majoritairement utilisés par le public dont on parle. D'accord. Et dans votre public, combien de personnes bénéficient d'une couverture effective et combien de personnes se trouvent ne pas être couvertes, peut-être parce qu'elles ont égaré leurs papiers, elles ne sont pas à jour de leur démarche? Alors on a une file active je crois en 2020 ou en 2019 d'environ 2200 personnes qui sont venues au moins une fois dans la structure pendant l'année. Je crois que sur les dernières enquêtes, 70% de nos usagers avaient une couverture sociale, donc on est sur du 30%, ça sera à vérifier, j'espère que je ne me trompe pas dans les chiffres. Environ 30% n'ont pas de couverture sociale du tout. Mais ces couvertures sociales nécessitent régulièrement des renouvellements, et ça demande des démarches administratives pour être renouvelé, parce que sinon les droits sont perdus. Certains, c'est tous les 3 mois, il va falloir faire une démarche, d'autres, c'est une fois par an, mais ça demande effectivement des dossiers ou des accompagnements administratifs pour ne pas perdre ces bénéfices-là. D'accord. Et donc, depuis l'apparition du Covid, vos publics ont-ils un accès facile ou compliqué aux soins? Comment ça s'est passé pour eux pour l'accès aux soins? Alors, tout a été fait pour le faciliter. Je parlais des renouvellements d'ordonnances ou de traitements qui se faisaient très facilement, mais je trouve que ça n'a pas été à la hauteur de ce qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'on a facilité les renouvellements d'ordonnances. Il n'y avait plus besoin de voir le médecin, il suffisait d'aller voir le pharmacien et elle était automatiquement renouvelée, sauf que
ça ne demandait pas de visite médicale, le médecin ne pouvait pas constater l'état de la personne. Il y avait quand même, sur une période très particulière, beaucoup de dégradation. Donc les renouvellements, pareil pour les démarches sociales, elles étaient automatiques, facilitées, mais les nouvelles demandes, ça c'était quasi impossible. Quelqu'un qui était déjà assuré social pouvait se faire, il arrivait en fin de couverture maladie universelle, le renouvellement était automatique de 3 mois, c'est-à-dire ça repartait. Par contre, quelqu'un qui n'avait pas de couverture sociale, étant donné que la plupart des administrations, surtout du mois de mars jusqu'au mois de septembre, étaient en distanciel, donc fermées, là les nouvelles allocations étaient quasiment impossibles à mettre en place, surtout sur un public dans la grande précarité qui n'a ni internet, ni téléphone, ni faculté pour aller dans ces démarches-là complexes. Et de la même manière pour la substitution ou pour les traitements, effectivement les renouvellements étaient facilités, mais c'était quasi impossible de mettre de nouvelles personnes sous traitement, puisque les centres médico-sociaux, pour beaucoup, les centres de soins étaient aussi en distanciel. Et en distanciel, en téléconsultation, c'est sûrement intéressant, mais avec ce public-là, ça ne fonctionne plus. Donc pour beaucoup, il y avait besoin de nous en termes de logistique d'Internet, de téléphone, mais de nous aussi en termes d'accompagnement pour réussir à avancer sur ces dossiers-là. D'accord. Ouais. De façon autonome, c'était très complexe pour eux d'y arriver, quasi impossible. D'accord. Mais est-ce que tu penses que vous y êtes arrivé? Oui, parce que malgré tout, c'est notre métier, donc nous on a réussi à s'adapter, ce qui est plus complexe pour le public de la rue, mais effectivement on a une assistante sociale, on a des éducateurs spécialisés, on a des infirmiers, donc on sait utiliser ces dispositifs. On a avec les années des personnes ressources aussi dans les dispositifs. Mais les gens seuls. Oui, ne peuvent pas. Et on voit pas tout, on n'a pas vu tous les SDF de Bordeaux, parce que donc pour les gens seuls c'était complexe. Oui. C'était, il y a eu à cette époque en plus, du point de vue de la santé, il y a eu au mois de mars, toujours par là, ça a été vraiment le pire mars-septembre pour ce public-là et pour ceux qui s'en occupaient aussi. Il y a eu, on peut trouver ça intéressant, mais il y a eu des libertés rapides de maison d'arrêt. Les gens sont sortis de la maison d'arrêt, il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties très rapidement de la maison d'arrêt, sans qu'il y ait de travail. C'est très bien de sortir de l'incarcération, on va pas s'en plaindre, mais en temps normal, il faut qu'il y ait un travail, quelque chose de prévu. Les gens ne peuvent pas se retrouver, surtout que certains n'étaient même pas au courant qu'ils allaient être libérés, ils apprenaient ça le matin, et le matin on disait, vous sortez. Bon. Et ils sortaient sans solution, sans rien de préparé, dans une ville qui était fantôme. Donc beaucoup d'angoisse ont monté. Il y a eu la même démarche à peu près au niveau des hôpitaux psychiatriques, avec des personnes qui n'étaient pas tout à fait stabilisées. Il fallait libérer les espaces, que ce soit dans les prisons ou dans les hôpitaux. Et en même temps, on avait effectivement le dispositif de soins en ville qui n'était pas capable de prendre en charge ces décompensations parce que quelqu'un qui sort d'hôpital psychiatrique, qui va mal, il ne va pas trouver un téléphone et faire une téléconsultation, c'est pas possible. Donc on avait toutes ces choses qui étaient facilitées d'un côté, mais qui étaient, à mon avis, complexes pour les personnes de l'autre. En gros, il fallait être autonome. Oui. Et être autonome sur le public dont on s'occupe, c'est pas la qualité première. Ils ont besoin d'être accompagnés, aidés. Voilà. Donc il y avait, des choses étaient facilitées en santé, mais trop facilitées, je pense. D'accord. Qu'est-ce qu'il est prévu ou qu'est-ce qui est en cours par rapport à l'accès à la vaccination de ce public? C'est difficile. Nous, on aimerait avancer beaucoup là-dessus, donc on travaille avec l'Agence régionale de santé, parce qu'il faut qu'on puisse... Souvent, ces publics-là, ils n'ont pas d'autre accès aux soins que les CARU. Ils ne vont pas plus loin. Donc il faut qu'on puisse leur proposer une vaccination, parce que si on ne le fait pas, ils n'auront pas par ailleurs. Pour l'instant, ils ne font pas partie des publics prioritaires, ça ne devrait pas tarder. Moi, ce que je pense, c'est qu'on avait beaucoup d'espoir sur le vaccin Janssen parce qu'une seule injection, facile. Quand il y a 2 injections, ce qui va être le cas, on va essayer de démarrer bientôt la vaccination avec le Moderna. Il y a un temps précis entre les 2 injections. C'est un public qui est volatile, qui bouge beaucoup. Donc il va falloir prévoir la première injection et il faut être sûr de les réattraper pour la 2e injection. Donc on va le tenter, mais ça n'a pas encore tout à fait commencé. Certains de la file active, des gens qu'on reçoit,
sont dans le public à risque, donc on a déjà fait les vaccinations. C'est une minorité. Pour l'instant, le gros du groupe dans la grande précarité, à moins de 55 ans, pas forcément dans des situations d'obésité, pas forcément de comorbidité, donc ils ne sont pas encore dans les priorités. Ça ne devrait pas tarder et on se questionne sur, on réfléchit à comment faire pour que ça ait le plus d'impact possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on le fasse parce que sinon on ne le fait pas sur ce public-là, ils n'auront pas de vaccination. Moi, j'ai si c'est possible, une dernière question sur vous et vos modalités de travail. Oui. Est-ce qu'elles ont évolué Comment ça a évolué? Je sais, par exemple, vous avez fait des dépistages Covid. Oui, oui. Alors, effectivement, nous, on a été inquiets comme tout le monde au démarrage. On a réfléchi à notre action, elle a un petit peu évolué 2020, avec le premier objectif, c'est de maintenir les actions, et de maintenir les actions ouvertes. Pas de les maintenir en téléconsultation, de maintenir les accueils ouverts et les actions ouvertes au maximum, tout en respectant les préconisations, en essayant d'être au plus près des préconisations. Donc il y a eu plusieurs axes de travail. Le premier qui est plutôt éducatif, c'est on a accentué sur la prévention de la maladie, la prévention des gestes barrières, du lavage des mains, du portage de masques. Ce sont des actions difficiles à mettre en place pour le public dans la rue, malgré tout. Il faut qu'ils aient l'information et qu'ils fassent au mieux pour déjà éviter d'être contaminés. Après, on a réfléchi à comment maintenir les actions. Donc le local a été un peu dégradé. On accueille 20, 30, 40 personnes par demi-journée. On a décidé, les actions collectives étaient, normalement on ne pouvait pas, d'accueillir à 4 par 4. C'est-à-dire que les gens devaient patienter à l'extérieur, quand on en avait 4 à l'intérieur, le temps qu'une place se libère pour qu'un nouveau puisse rentrer, etc., continuer. Ce qui a entraîné effectivement des stagnations devant le local, puisqu'il fallait attendre son tour pour rentrer. Et on a aussi essayé de faciliter l'accès au matériel. Je crois que s'est développé en 2020 le click and collect. Nous, on a fait le click et on amène chez vous, quoi. Effectivement, que des gens pouvaient nous téléphoner. Ah oui. Oui, ils nous téléphonaient et nous disaient exactement ce dont ils avaient besoin. Pour éviter qu'ils se déplacent. C'était la démarche à l'époque, il ne fallait pas bouger. On se donnait rendez-vous quelque part et on leur amenait près de chez eux, dans leur squat, le matériel dont ils avaient besoin. Voilà, histoire de leur permettre aussi de respecter les préconisations. Après, il y a eu des besoins spécifiques sur cette période. Donc nous, on a mis en place un espace d'injection supervisé, un endroit où les gens dans le local pouvaient venir, ce qui n'est pas autorisé habituellement, et pouvaient, en plus de prendre du matériel, se l'injecter sous la surveillance d'un professionnel. L'idée étant d'éviter, dans les injections de rue, que le système de santé classique ait à gérer des complications. Une overdose, on s'est dit, il vaut mieux la gérer et soulager les systèmes de santé. On la gère entre nous, on est équipé pour, voilà, et permettre aussi aux gens d'avoir des endroits où ils peuvent consommer espacés. Quand on s'injecte dans la rue, dans un hall d'immeuble, on est côte à côte, donc ça ne va pas avec les préconisations de l'époque. Voilà, on a fait ça. Et également des focus particuliers. On fait de l'analyse de drogue, on a un spectromètre par infrarouge, donc on a fait, par rapport à la rareté des produits, un focus particulier sur l'analyse de drogue. Donc, on incitait beaucoup les usagers à tester le produit qu'ils avaient acheté. Et un focus particulier sur la gestion des overdoses avec plus de distribution de prédoxal. Le prédoxal, c'est une ampoule pré-remplie pour gérer une overdose aux opiacés. On en a fait beaucoup plus parce qu'on savait que cette période était à risque sur les overdoses. Et après des actions spécifiques pour les professionnels de désinfection, etc. Voilà. On a dû adapter quand même sur les spécificités de la période. On passe à la dernière thématique. Oui. Oui. Notre dernière question Oui. porte sur le projet de salle de consommation à Bordeaux. Dans le contexte où, en France, il n'y a pas de salle de consommation. Si. Sauf depuis quelques années, où le gouvernement a lancé une expérimentation. Il faut bien expérimenter en France ce qu'on expérimente en Europe depuis 30 ans. Oui, au moins. Oui. Voilà. Donc une expérimentation avec 3 projets à Strasbourg, à Paris et à Bordeaux. Et Bordeaux est la seule ville où ce projet, dans sa première mouture, n'a débouché sur rien. Voilà, Voilà. Et
il a été discuté pendant longtemps, mais il a été discuté pour être mis en place au sein d'un hôpital, ce qui contraste beaucoup, par exemple, avec les pratiques de salles de consommation qu'on trouve à l'étranger. Oui. Donc, où en est ce projet? Est-ce qu'il est relancé? Comment il est prévu? Alors, il y a beaucoup de suspense. Effectivement, la loi de santé de 2016 a autorisé des autorisations autour des salles de consommation à moindre risque en France. Et tu as raison de relever que expérimenter, je crois que la première salle, elle a ouvert en Suisse en 82, si je ne dis pas de bêtises, ou 84. Donc en 2016, on est à 30-40 ans plus tard, on en est à expérimenter ce qui a déjà été beaucoup... Après, c'est l'avantage, il suffit de prendre des expérimentations des Suisses et puis on a déjà les textes, les résultats. Mais bon, en tout cas, Paris et Strasbourg ont réussi à démarrer assez rapidement. C'était à l'automne 2016. Et effectivement, on avait, parce que la case, et c'est par sa directrice aussi, Véronique Latour, qui depuis 2009 est tenace. Depuis 2009, a déposé le premier projet de salle de consommation pour la case à l'ARS. Donc on est en 2018, à 2017, à ce moment-là, il faut être tenace. Donc la case avait un projet effectivement de salle de consommation à Bordeaux. Il s'avère que la municipalité de l'époque était ouverte, s'était portée candidate pour aller sur ces projets-là. L'ARS nous avait désigné la case comme porteur en tout cas de ce projet-là, puisque on est considéré compétent en tout cas pour animer ou pour encadrer cette salle. Et le travail donc, a démarré, je dirais, vers le mois de juillet 2017. Les voyants étaient ouverts. Le travail a démarré pour commencer à préparer l'implantation de cette salle à Bordeaux. C'est la spécificité en France, et tu as raison, c'est que les salles sont rattachées à un hôpital ou à proximité d'un hôpital. Pour Paris, c'est la Rivoisière. Gaïa est installée sur une annexe de la Rivoisière. Je ne connais pas le nom à Strasbourg de l'hôpital, mais ils sont aussi rattachés dans une annexe de l'hôpital. C'est l'association ITAC qui la porte. Donc à Bordeaux, c'était dans des locaux de Saint-André. Pour ceux qui connaissent, les locaux de santé voyage qui étaient intéressants parce que pas réellement de riverains ou de nuisances, parce qu'il y avait des nuisances. Le travail a été donc fait pendant plusieurs mois. Et puis en 2018, la mairie s'est retirée. S'est retirée de ce projet, donc il a dû s'arrêter de fait. Ou en tout cas estimer que le lieu qu'elle avait prévu n'était pas adapté. Donc ces locaux de santé voyage à Saint-André n'étaient plus adaptés pour la mairie. Donc le projet s'est arrêté. On revient sur un changement de municipalité en 2020. Et la nouvelle municipalité en charge, en tout cas, s'est déclarée intéressée pour reprendre ce travail-là et cette réflexion-là. Il s'avère qu'il y a effectivement de plus en plus de scènes de consommation à Bordeaux, de scènes ouvertes en tout cas, dans les rues, avec beaucoup de matériel d'injection qui traîne. Donc c'est difficile maintenant de dire que ça n'existe pas et que c'est un épiphénomène extrêmement discret. Donc la nouvelle municipalité retravaille ce projet, donc effectivement, Véronique Latour est repartie à l'attaque sur ces questions-là. Le travail est en cours. Le projet est toujours d'actualité, donc il est plutôt abouti déjà. C'est dur quand je disais que le premier projet était déposé en 2009. On est en 2021 là, on repart une énième fois à reporter ce projet-là. Je ne sais pas quelle conclusion ça va être ce coup-ci. Donc on espère que ça aboutisse. L'ARS, donc l'organisme de tutelle est toujours évidemment favorable à ce projet-là porté par notre structure. La mairie aussi, donc les voyants sont encore ouverts, on va voir comment ça avance. En tout cas, l'idée, c'est de proposer, donc toujours sur Saint-André, une salle de consommation avec les outils peut-être classiques d'une salle de consommation, un espace d'injection avec différents postes, je crois que c'est 6 postes d'injection, un endroit pour que les gens puissent sniffer aussi correctement, un endroit aussi, une zone pour que les gens puissent consommer du crack, donc fumer. Je crois qu'il y aura qu'il y a de prévu en tout cas un poste d'ERLI. ERLI, c'est une séance pédagogique d'éducation à l'injection en binôme entre un professionnel et un usager. C'est pas tout à fait comme une salle de consommation, c'est une séance éducative avec une injection mais de façon éducative.
Et en plus, quelques actions importantes, mais qui sont moins présentes d'habitude. Donc une permanence d'addictologie qui pourrait être portée par le XAPA référence dans la région, donc le pôle addictologie, avec la possibilité pour les personnes de rencontrer un médecin ou un intervenant de ces services de santé-là et parler de traitement de substitution, etc. etc. On imaginait aussi peut-être proposer une permanence à tapage pour que les personnes puissent effectivement en plus. Enfin voilà, c'est de proposer des actions annexes, secondaires, mais intéressantes, qui viendraient apporter quelque chose en plus. Donc voilà, donc la case en tout cas est toujours dessus sur ces questions-là. Et on espère que 2021 sera la bonne année pour enfin démarrer, parce que après la chose intéressante, dont on va entendre parler bientôt, l'expérimentation, les premiers résultats de l'expérimentation qui a eu lieu sur la salle de Paris et de Strasbourg sont arrivés cette semaine. Je crois que c'était mardi. Ils ne sont pas encore publics, donc on n'a pas eu de résultats. On peut imaginer qu'ils vont être positifs, vu les échos. Mais peut-être que ces résultats vont amener qu'il n'y a plus besoin d'expérimentation et peut-être que ça s'est terminé et qu'on va pouvoir aller plus loin. C'est une probabilité, c'est une possibilité, ça sera au gouvernement de décider. Mais en tout cas, ils vont être publiés dans pas longtemps, puisqu'il y a eu une communication sur ces résultats en début de semaine. En tout cas. D'accord. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je vous remercie. Donc merci beaucoup Olivier pour avoir répondu à nos questions et avec toutes ces informations passionnantes. Bon, merci à vous en tout cas. À bientôt. Ouais. À bientôt.